Elle s'appelle Carolina Darias. Quel accent, quel accent. Elle est ministre. Et je te dis pas quand il parle italien. Ouais. Elle est ministre de la fait le coup à chaque fois. Hein. Non mais j'aime pas quand les gens prononcent vraiment à la française. Carolina Darias, je trouve que ça a pas de sens. Elle est ministre de la Santé en Espagne. Elle a mis les pieds dans le plat en déclarant, je cite, « J'échange et je dialogue beaucoup avec mes collègues européens qui voient eux aussi la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons. Nous devons passer d'une vigilance d'urgence à une vigilance de meilleure qualité, comparable à celle d'autres phénomènes respiratoires. En clair, sortir des mesures privatives de liberté et reprendre une vie normale, comme lors d'une épidémie de grippe hivernale. » Des propos appuyés ce matin par ceux du professeur Com, qui a qualifié le pass vaccinal, qui doit être voté ce week-end par l'Assemblée nationale, de, je cite, mesure électoraliste, en affirmant qu'il fallait se concentrer sur les personnes à risque, en particulier pour la 4e dose. D'où notre grand débat. Ni jauge, ni passe vaccinal, ni passe sanitaire ou vaccinal. Doit-on gérer le Covid comme une épidémie de grippe? Et vous êtes 96% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, le docteur Emmanuel Loeb, président des Jeunes Médecins. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci de votre invitation. Et parlez bien près du micro, oui, comme vous avez le masque. Hein. Est-ce que les gouvernants français ne devraient pas s'inspirer de la ministre de la Santé espagnole qui ne gère pas par la peur, mais par l'espoir d'un retour à la vie normale? Je pense que de manière générale, c'est toujours très intéressant de regarder ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense que ça a été fait déjà pour la politique vaccinale et là, effectivement, pour l'adaptation maintenant aux nouvelles donnes de l'épidémie. Après, je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'essayer de rétablir un climat apaisé, un climat de confiance et d'essayer autant que possible d'arrêter avec cette hystérisation qui fait que les Français ont tendance un petit peu à s'antagoniser les uns les autres. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour faire redescendre la pression, permettre à chacun de dialoguer et pouvoir travailler dans un climat serein, rétablir la confiance, parce qu'il est très important que l'ensemble de la population française ait confiance vis-à-vis des soignants qui les prennent en charge au quotidien. Ça, c'est vraiment la question, et au-delà de la question même épidémique, vraiment, c'est une question sociale et sociétale qui, pour nous, est très important. Moi, de formation, je suis psychiatre, et donc la santé mentale de la population est quelque chose de très important. Et donc, la question, c'est comment on va sortir de ces situations d'anxiété que l'on peut tout à fait comprendre de la part de la population, parce qu'on traverse quand même une situation à nul égard arrivée. Donc là, la question, c'est vraiment comment on fait, comment les politiques vont faire pour rétablir la confiance et essayer de sortir de ces logiques d'antagonisation des populations. Philippe Bilger. Monsieur le Président, le sujet de Sud Radio me remet enfin sur un terrain un peu familier, celui de la grippe. Parce que depuis 2 ans, j'ai appris beaucoup de choses sur la santé, mais en même temps, questionné, j'ai été condamné à formuler un certain nombre d'absurdités, d'incertitudes et sans doute d'erreurs. Mais ce qui m'intéresse dans le sujet qui a été choisi, c'est que j'entends beaucoup autour de moi que, par exemple, au sujet d'Omicron, on devrait en effet traiter ce variant de manière beaucoup plus banale, beaucoup plus ordinaire, parce qu'en réalité, il n'est pas menaçant comme les précédents et qu'on devrait vivre avec, notamment comme lorsqu'on attrape la grippe. Sur ce point précis, est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Emmanuel Loeb. En fait, je pense que c'est très compliqué. Je pense que ce que nous a montré cette crise, c'est qu'il faut toujours rester très prudent, mais que la prudence ne doit pas empêcher, encore une fois, de maintenir un dialogue. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est-à-dire que je pense que la population dans sa globalité est sous pression, que là on voit bien que à la crise épidémique peut arriver d'autres crises, et la question c'est vraiment de gérer la crise, parce que si en plus de cette crise sanitaire se joue une crise sociale et sociétale, à la fin on aura tout perdu. Donc les questions d'acceptabilité, c'est ça la question en fait qui se pose derrière, c'est comment on fait pour travailler avec la population à mettre en œuvre des mesures qui soient
accepté par la population. Et ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale et que nous, dans notre pratique quotidienne du soin, nous est posée. C'est comment on ne peut pas imposer un soin à la population. C'est quelque chose qui est impossible. Donc il faut que la population se saisisse des possibilités thérapeutiques qui lui sont proposées, des politiques de santé publique qui lui sont proposées pour ne pas être en confrontation. Ça, c'est important. Céline Pina. On est dans une situation dans laquelle aujourd'hui on n'a pas de traitement. Il n'y a pas un traitement qui soigne le Covid. On peut soulager les problèmes respiratoires. Des gens qui n'ont aucun symptôme. Tout à fait. Mais on a déjà la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être opérées. Je pense par exemple des gens qui ont des problèmes aortiques lourds. Et dont les opérations sont repoussées. Contrairement à ce qu'on dit, il y a des opérations graves qui sont repoussées. Je pense à des gens qui ont des cancers métastasés et qui souffrent en fait de problèmes de suivi. Et ça, c'est aussi une réalité. On la passe sous le boisseau en disant non, vous inquiétez pas, quand vraiment c'est grave, on vous prend en charge. Oui, mais des fois c'est grave et quand même il n'y a pas de prise en charge à la hauteur. Il y a des gens aujourd'hui qui perdent des chances de vie ou de survie à cause de cette situation. Pourquoi ? Parce que les services de réa sont quand même pas encore complètement saturé, mais quand même bien rempli encore par un certain nombre de malades. Donc je veux bien qu'on lâche toute la bride, mais à ce moment-là, si on se retrouve avec une surmortalité et avec des hôpitaux complètement engorgés, il faut que tout le monde ferme sa bouche et ne râle pas. Pour l'instant, je pense que c'est la dernière des choses à faire. Laissons l'Espagne, si elle a envie de jouer avec sa population, le faire. Aujourd'hui, on est probablement sur une fin d'épidémie. Tenir encore quelques mois n'est pas forcément idiot. Regardez ce qui se passe et simplement, on serait soi-disant pas loin d'atteindre le sommet. Attendons que ça redescende et prenons des décisions rationnelles. Aujourd'hui, quand vous voyez le taux des gens qui sont en réanimation, vous ne pouvez pas lâcher la bride comme ça, sans conséquences qui peuvent être extrêmement dommageables. À la fin, il y a des gens qui meurent malgré tout. Et même si on n'est pas dans l'ordre de l'hécatombe, on n'est probablement pas dans l'ordre de l'hécatombe, parce qu'on a la vaccination, parce qu'on a les gestes barrières, parce qu'on a fait aussi des confinements. Arrêtons de faire comme si c'était une grippette depuis le début qui avait été instrumentalisée par un pouvoir. Dieu sait que je n'apprécie pas forcément la façon dont Emmanuel Macron gère la France. De là à dire ça n'est qu'un dictateur qui se sert d'une fausse pandémie qui n'aurait pas fait plus de morts que la grippe, je pense que là on va un peu trop loin. Emmanuel Leub. Bien dans le micro. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'effectivement, il faut prendre en considération l'épuisement des soignants, qui est un épuisement qui ne date pas de l'épidémie Covid. Et souvent, on veut faire porter à l'épidémie la situation que l'on connaît aujourd'hui à l'hôpital public et qui transparaît, mais il ne faut pas oublier que des mouvements sociaux avaient lieu dès novembre, 2019. Exactement, et que en fait l'épidémie Covid a servi, j'ai envie de dire, si on peut utiliser ce terme, de révélateur à une situation très compliquée. Et donc encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut entendre aussi parfois le cri d'alerte des soignants qui effectivement face au déferlement qu'il y a pu avoir de patients dans cette situation épidémique, on dit mais voilà, nous on est en train d'exploser et on voit le taux de vacances, notamment des soignants infirmiers et infirmières qui effectivement disent mais quand est-ce qu'on va en voir le bout ? Donc il y a quand même une question à effectivement entendre à la fois ce que disent les soignants, mais aussi ce que dit la population. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit, essayer de trouver un juste milieu qui permette à ce que chacun puisse y trouver son compte, quand bien même il faudra un jour bien se poser la question de comment on fait pour améliorer la situation de l'hôpital public en France. Boris Faure. Oui, je suis très heureux de parler à côté d'un psychiatre parce que je pense qu'on sera d'accord pour dire que le coût psychologique collectif de cette épidémie et des mesures coercitives sanitaires qui ont été décidées, ce coût est, à mon avis, très largement minoré et on va le subir dans les années qui viennent avec le développement, à mon avis, de pathologies de crise finalement. Bon, ça c'est la première chose que je voulais dire. Là où je suis peut-être par rapport à l'Espagne, moi je voudrais parler de la Pologne. Vous voyez, on rebondit sur un autre. C'est un peu moins ensoleillé. C'est moins ensoleillé, c'est moins caramba, c'est plus dzień dobry. Oui. Il y a une démagogie en Pologne, c'est de justement laisser faire, de ne pas chercher à vacciner la population. Les frères, enfin, le pouvoir en place là-bas a décidé que c'est les couches populaires qui sont surtout concernées par la non-vaccination et qui résistent, donc ils ne font rien. Et les hôpitaux s'engorgent. Donc vous voyez, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut être dans le juste milieu. Pas trop de coercitivité, mais attention à la démagogie inverse qui consiste à ne rien faire, rien décider, à laisser filer en fait.
Voilà. Donc je suis assez, je me retrouve assez dans ce que vous avez dit, docteur. Emmanuel Loeb. Je suis très heureux qu'on puisse partager. Bien dans le micro, parce que le masque, sinon on vous entend pas. Très heureux qu'on puisse partager ce point en commun. Et effectivement, sur la question, effectivement, il y a aussi un besoin de visibilité. Je pense que pour la population, c'est ce qui est très compliqué aussi, et on le voit notamment au niveau de l'école. C'est cette permanence de changement, de protocole qui fait qu'on change et qu'on est dans une incertitude permanente. Donc parfois, il faut aussi savoir, même si... D'où la grève d'hier d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui a mené. Il n'y a pas que ça, mais c'était le motif officiel. Mais je pense que c'est un peu comme l'hôpital public. Je pense qu'il y avait des situations qui étaient, on va dire, antérieures. Et encore une fois, le Covid sert souvent de révélateur à des situations enquistées depuis un certain temps. Mais là aussi, donc, et comme je pense que la population a besoin de visibilité, parfois, effectivement, il faut savoir se tenir sur certaines décisions, quand bien même elles puissent être un petit peu impopulaires, mais pour dire aux gens, voilà, on peut vous dire que dans telle période, on va pouvoir maintenir une certaine stabilité. La stabilité, c'est quand même quelque chose qui est très important pour essayer de retrouver un peu d'apaisement. Là, encore une fois, l'exemple de l'école, pour moi, il est très parlant. C'est-à-dire qu'en permanence, vous ne savez pas quand vous allez amener votre enfant, est-ce qu'il va être pris, est-ce qu'il va pas être pris, ça demande des organisations, et ça, c'est une source de stress, et on sait que le stress, effectivement, pour la santé mentale, c'est quelque chose qui est très délétère. Ça réagit au 0826 300 300, direction le Gers. Bonsoir Alain. Bonsoir, je vous remercie de m'accorder la parole. Avec plaisir, on vous écoute sur Sud Radio. Et je vous remercie aussi pour vos émissions parce que vous éveillez les consciences et c'est fabuleux parce que vous êtes précurseur en cela. Par rapport au sujet... Au Covid, c'est vrai que je trouve qu'il y a un décalage entre les politiques qui s'acharnent, on va dire entre guillemets. J'entendais le sénateur Maluret qui a fait un discours, pour moi, qui n'est pas intéressant parce qu'il est focalisé sur le vaccin qui a 2 ans de retard et c'est là pour lui la seule porte de sortie. L'engorgement de l'hôpital, je l'entends aussi. C'est vrai que les lits fermés, ça aussi c'est un problème. On peut les mettre en équivalence. On ne parle que des antivax, mais on ne parle pas des lits fermés. Il y a de la politique qui est menée. C'est vrai que si les politiques ouvraient les yeux par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à Israël et maintenant à l'Espagne, on s'aperçoit, il y a des professeurs qu'on a occultés, beaucoup de professeurs qu'on a occultés. On a fait confiance aux politiques, mais je vois Martin Blachier qui a retourné un peu, Jérôme Kierzek, Perron. Gérald Kierzek. Gérald. Excusez-moi. Et le professeur Perron qui a demandé d'avoir un débat avec Delbussi, et Delfrécy a refusé. Excusez-moi pour écorcher les noms. Mais vous voyez, c'est un peu flou, et en plus, je ne parle pas de la division de la population. Je trouve qu'il faudrait qu'on sorte, mais que les dirigeants prennent en compte tout ça et soient modérés. C'est vrai qu'ils sont focalisés sur un pass vaccinal, sur une mise... ce qu'on a entendu par rapport aux non-vaccinés, on dirait qu'il faut qu'ils soient parqués dans... le politique de Nice, le maire de Nice, vous l'avez entendu ce matin. Qui voulait qu'on coupe les allocations chômage aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors là, vous allez au tribunal, vous gagnez à tous les coups parce que vous avez payé une cotisation, c'est aberrant. Je peux l'entendre de la part d'un voisin, mais pas d'un politique. Hein. Oui, mais un voisin, ça s'arrête au palier. Restez avec nous, Alain. On n'a plus beaucoup de temps. Emmanuel Loeb, qu'est-ce que vous voulez répondre à Alain? C'est vrai que on a l'impression que vous disiez vous-même, alors vous êtes psychiatre, ceci explique peut-être cela, qu'il faut arrêter d'en rajouter dans les antagonismes, etc. Quand on a le président de la République, on ne peut pas dire qu'il jette pas de l'huile sur le feu dès qu'il en a l'opportunité. Effectivement, en tout cas dans cette prise de parole, on sait très bien que dans les politiques de santé publique, tout ce qui vise à stigmatiser une population n'est pas forcément source de réussite. On le voit d'ailleurs dans d'autres types de politiques de santé, que ce soit la dépendance au tabac, la dépendance à l'alcool, et donc effectivement stigmatiser une population, c'est pas forcément ça qui va l'amener à changer de point de vue. Là aussi, je pense qu'il y avait des acteurs autres que les médecins qui avaient, à mon avis, tout intérêt à agir, que sont notamment les travailleurs sociaux. On sait que les travailleurs sociaux, ce sont un corps qui est au plus proche de la population, qui partage parfois donc leur représentation culturelle et sociologique. Et donc là aussi, parfois, ce sont les meilleures personnes pour aller convaincre. Et quand on voit que, notamment, il y a un défaut de vaccination chez les personnes âgées de plus de 80 ans qui elles sont vraiment à risque, contrairement aux enfants. Exactement. Et là, c'est parce que
que c'est quand même l'une des grosses différences, notamment avec l'Espagne. Vous parliez de l'Espagne. Là, effectivement, on doit s'interroger sur comment on n'a pas réussi à convaincre une population et quelle est cette défiance qui peut exister au sein de certains de nos concitoyens sans pour autant les stigmatiser. Alors, Philippe Bilger et Céline Pina, court chacun. Très vite. Absolument. D'abord, moi j'ai beaucoup aimé le discours du sénateur Maluret. Il m'a peut-être pas convaincu, mais je l'ai trouvé très talentueux. Deuxième élément, je suis pas persuadé que l'invocation du professeur Perron soit tellement stimulante sur le plan de l'argumentation. Mais plus sérieusement, comme je ne maîtrise pas l'espagnol comme Philippe, je me demande si cette ministre ne met pas en cause, il me semble, la politique qui a été menée par les différents États depuis 2 ans. Elle ne met pas en cause les précautions, les prescriptions, les interdictions, mais elle se situe aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'entends beaucoup de gens, même des professionnels de haut niveau, qui disent il faut arrêter de traiter ce virus comme s'il était infiniment grave et peut-être en effet l'appréhender comme on le ferait d'une grippe. C'est là-dessus que j'aurais aimé l'avis de notre président. Mais il est très doué, il fuit mes questions. Mais le président va répondre au président de l'Institut de la Parole. Très court, c'est une voilà. De façon très courte, vous savez, quand on a anticipé un problème et qu'on a agi, le vaccin, on agit en amont de ce problème. On ne peut pas savoir ce que ça aurait donné si on l'avait laissé filer. Le coronavirus, vous prenez la grippe espagnole, qui n'est pas non plus censée être à ce point-là mortelle, elle a fait 100 millions de morts. Avec des moyens techniques qui n'étaient pas les mêmes et on sortait de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, certes, mais le chiffre est quand même très abondant. Si on n'avait rien fait, aujourd'hui, on est incapable de savoir ce qui se serait passé. Ça aussi, c'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a fait beaucoup pour lutter contre ce virus et ça explique peut-être que le taux de mortalité ait été maîtrisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut parler honnêtement aux gens. Il n'y a pas de traitement spécifique. On peut soulager certaines conséquences. La seule chose qui fonctionne, c'est le vaccin. Et si on peut lâcher la bride, c'est parce qu'on est vacciné à 90%. Emmanuel, aussi. pour répondre à Philippe Bilger et Céline Pina, allez, en moins d'1 minute. Je pense que je vais pas faire plaisir à Monsieur Bilger parce que moi je pense que parfois ce qui a manqué. Vous n'êtes pas gentil, franchement. Ce qui a manqué parfois à certains collègues, confrères ou consoeurs, c'est de dire je ne sais pas. Et comme je l'ai précisé, je suis psychiatre et je pense que ces questions-là, je vais laisser mes collègues virologues, immunologistes, épidémiologistes y répondre. Mais moi, je pense vraiment que je viens sur la question du collectif et sur effectivement la nécessité d'apaiser les esprits. Je pense que ça, maintenant, on est dans cette période-là et qu'il faut absolument que, de manière globale, tous autant qu'on est, on arrive un petit peu à prendre du recul et essayer de repartir sur des nouvelles bases. Merci beaucoup Emmanuel, président de Jeunes Médecins. Merci beaucoup Alain Dugers. Verdict sur Twitter. Doit-on gérer le Covid comme une épidémie de grippe? Vous êtes 96,1% à dire oui. Dans quelques instants, on va donner la parole, on va prendre la direction de Montpellier à une start-up qui veut rendre le secourisme plus attractif. Restez bien avec nous sur Sud Radio.